monsieur le membre du Congrès, représentant l'institution et le président du Congrès, chers collègues de l'université, chers collègues intervenants à ce colloque, bonjour et bienvenue à tous à l'UNC donc pour ce colloque sur l'identité et le droit que je suis très heureux d'ouvrir avec vous ce matin. Après la semaine dernière, qui, comme on me le rappelait à l'instant, fut particulièrement riche avec un colloque sur les langues d'Océanie, intitulé « Ce que les langues d'Océanie ont à nous apprendre », un séminaire scientifique de biologie végétale, une soutenance d'habilitation à diriger des recherches et une pause de première pierre ministérielle, nous continuons notre programme des événements de l'UNC par ces 2 jours de colloque organisés par Madame Christine Bidault-Garon, que je tiens à saluer particulièrement, ainsi que le laboratoire de recherche juridique et économique, le LARGE, et sa directrice, Madame Catherine Ries. Une fois encore, l'université va jouer son rôle, qui est au-delà de l'enseignement supérieur et de la recherche, et qui consiste à aborder les questions qui sont au cœur des grands sujets calédoniens. Et en l'occurrence, le thème de ce colloque est résolument dans les grands sujets d'une société calédonienne qui se cherche, comme on le sait, un destin commun. Car en Nouvelle-Calédonie, comme on le sait également, on trouve plusieurs identités qui sont le fruit d'origines culturelles très diverses. Et bien que je ne sois pas juriste, enfin pas complètement juriste, je pense pouvoir dire, sous couvert de mes collègues universitaires qui sont complètement juristes, que le droit puise souvent sa source dans la culture et ou dans la religion. Si bien que dans un pays comme la Nouvelle-Calédonie, dont la population est composée d'une mosaïque de cultures, la question du droit et de l'identité est bien plus que pertinente. Elle est tout à fait fondamentale d'un point de vue sociétal. On parle souvent de culture juridique. L'expression en elle-même mériterait sans doute un colloque, donc peut-être la prochaine fois. Et cette notion de culture juridique est utilisée pour distinguer des principes de droit que l'on retrouve ou pas d'un pays à l'autre, ou d'un continent, ou d'une zone d'influence à l'autre. On oppose assez fréquemment ainsi les habitudes juridiques anglo-saxonnes et les habitudes juridiques latines. Imaginons les différences qui peuvent exister entre le droit de l'Union européenne et les cultures juridiques des pays de civilisation arabe ou asiatique. En se faisant cette réflexion, on entrevoit déjà l'influence complexe et importante de l'identité sur le droit et vice-versa. À partir de là, comment construire une société calédonienne qui puisse fonctionner sur la base d'un socle juridique commun avec un tel pluralisme culturel, sachant de surcroît que le pluralisme culturel se décline dès le départ par une différenciation de statut civil entre les citoyens. Vous l'aurez tous compris, bien entendu, le sujet n'est pas simple et derrière ce thème, c'est la question du vivre ensemble qui est posée, notamment pour ceux qui font le droit en Nouvelle-Calédonie, ceux qui le pratiquent, mais surtout ceux à qui il est appliqué. Avant de conclure, je voudrais remercier les personnes, les institutions qui ont soutenu ce colloque, et notamment nos partenaires, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, la ville de Nouméa, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le centre culturel Tjibaou et notamment son directeur Emmanuel Tjibaou, la Chambre territoriale des notaires de Nouvelle-Calédonie, représentée par Madame la Présidente de la Chambre territoriale des notaires, Maître Jacqueline Calvélec, le barreau de Nouméa, représenté par Monsieur le bâtonnier, les éditions LexisNexis, Hélène Béranger, rédactrice en chef de la Semaine juridique édition générale, Véronique Marie, rédactrice en chef de la Semaine juridique édition notariale et immobilière, Patricia Granet, rédactrice en chef de la revue Droit de la famille. Sans oublier
les équipes de l'UNC qui, comme à chaque manifestation, sont mobilisées à la fois pendant et avant l'événement, ici pour que ce colloque soit une réussite, et notamment la cellule communication et la direction technique et logistique qui va filmer et podcaster l'ensemble des interventions, des questions et des échanges. Je vous souhaite à tous un excellent colloque et de très fructueux travaux. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. On continue donc les discours d'ouverture avec l'intervention de Monsieur le bâtonnier. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président du Congrès, Madame la Présidente de la Chambre des notaires, Mesdames et Messieurs de l'Université, mon cher confrère, Mesdames et Messieurs, merci infiniment Monsieur le Président et Madame Bidault-Garon de nous avoir accueillis à l'Université pour ce colloque sur le thème de l'identité et le droit. C'est un thème particulièrement intéressant, notamment pour les avocats, dans le cadre de leur exercice professionnel. C'est une question, l'identité, qui renvoie évidemment sur un plan personnel à la question de qui suis-je, quelles sont mes origines, comment je me structure autour de tous ces éléments. Mais comme le rappelait également le président de l'université, ça renvoie également à une dimension sociale, une dimension sociétale, qui est celle du vivre ensemble. À partir du moment où vous avez une mosaïque d'identité, pour reprendre ces termes, vous devez effectivement définir les conditions du vivre ensemble, ou pour reprendre une terminologie propre à la Nouvelle-Calédonie que l'on connaît bien maintenant, celle du destin commun. Donc c'est bien volontiers que le barreau a répondu à l'invitation de l'université pour ce colloque. C'est une thématique que nous abordons très régulièrement. Maître Kibangui vous en dira quelques mots tout à l'heure. Pour nous, les bornes de l'exercice, si je dois remonter dans la hiérarchie des normes, ce sont celles de l'article 1 et de l'article 75 de la Constitution. L'article 1, c'est celui qui prône l'égalité des citoyens. L'article 75, c'est celui qui reconnaît des spécificités statutaires propres à la Nouvelle-Calédonie, et donc avec une différenciation des individus. Cet article 75, évidemment, a entraîné une rupture qui avait déjà été initiée avec l'accord de Matignon, une césure, on va dire, dans l'évolution intégrationniste, entre guillemets, qui avait prévalu jusqu'à présent, puisque après l'abolition du Code de l'indigénat, après le droit de vote et la délivrance de la citoyenneté française, est apparu un mouvement que l'on pourrait qualifier de centrifuge, dès lors que des droits différenciés sont dorénavant possibles en Nouvelle-Calédonie, et notamment sur le plan statutaire. Cette évolution s'est poursuivie dans les juridictions avec l'insertion des assesseurs coutumiers, notamment au début des années 90, lorsque les sections détachées de Wé et Lifou ont été créées. Alors, je laisserai Maître Kibangui évidemment exposer en détail les problématiques que l'on rencontre, mais c'est évidemment la question de l'identité pose énormément de questions en droit. Quant à son étendue, notamment sur cette possibilité qu'ont certaines personnes de pouvoir choisir leur statut civil. C'est un droit donc original que feu Régis Lafargue qualifiait de status shopping, qui donne aux personnes la possibilité de déterminer le périmètre juridique qui s'applique à eux, et non pas à l'État seul et exclusivement à l'État ou à la collectivité compétente de déterminer ce statut. D'autres questions se posent. Vous évoquiez, Monsieur le Président, l'aspect civil du droit à l'identité, mais la thématique juridique découpée en matière est un phénomène relativement occidental.
centrale et pourquoi limiterons-nous la question de l'identité à l'aspect civil des choses et ne pas l'étendre à des domaines comme le droit pénal, par exemple, à l'instar de ce que font nos collègues du Commonwealth, notamment nos voisins proches que sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande, dont on nous dira certainement quelques mots. La question également peut être étendue à la langue, qui est évidemment porteuse de sens et qui donne une configuration spécifique au procès, puisque le Code de procédure civile a prévu, vous le savez, la possibilité, ce n'est qu'un projet à ce stade, la possibilité d'échange en langue vernaculaire devant la juridiction civile coutumière. Donc les échanges pourront se passer entre assesseurs coutumiers et les parties en langue vernaculaire, ce qui posera bien évidemment des questions non seulement de traduction pour les parties qui ne pratiqueront pas ces langues vernaculaires, et je pense notamment aux avocats, aux magistrats, aux greffiers, mais également des questions d'unification. Dès lors qu'on admet qu'une langue est porteuse de sens, si vous avez plusieurs langues vernaculaires dans un même système juridique avec des décisions qui en découlent, on pourra se poser effectivement la question de l'harmonisation de ces différentes normes. Donc, pour revenir à la question de départ, le débat se pose entre universalité des droits et égalité notamment d'une part et relativisme culturel d'autre part. Donc inutile de vous dire que j'ai hâte d'entendre les différentes interventions et je remercie encore l'université d'avoir organisé ce colloque. Merci Monsieur le bâtonnier. Donc on va terminer nos discours d'ouverture avec l'intervention de Madame la Présidente de la Chambre des notaires. Merci. Bonjour, je salue les autorités politiques et civiles présentes ici et je tiens naturellement, au nom de la Chambre territoriale des notaires, féliciter et remercier les organisateurs et les participants à ce colloque sur l'identité et le droit auquel nous sommes très heureux de participer et d'être associés. Le sujet traité intéresse fortement les praticiens du droit que nous sommes, les notaires, et le niveau des conférenciers aujourd'hui ainsi que les horizons divers dont ils proviennent laissent entrevoir la richesse des échanges que nous attendons. Les questions qui seront posées aujourd'hui et les thèmes abordés, évidemment, ne recevront pas de réponse définitive, mais en tout cas, ces questions auront le mérite d'être posées et c'est ce que nous attendons, c'est le fait de la prise de conscience des difficultés auxquelles nous, les praticiens, nous sommes confrontés sur des sujets aussi divers et aussi communs et naturels que le droit patrimonial, le droit successoral, les régimes matrimoniaux et les donations. Que répondre à nos clients? Qu'appliquer lorsque la coexistence des statuts de droit civil et de droit coutumier ne nous permettent pas de répondre de façon définitive? Nous évoquerons cet après-midi avec ma consoeur Maître Lilaz le parallèle que nous avons fait entre le statut civil de droit commun et le statut coutumier. Nous suivrons avec attention, comme le disait le bâtonnier, tous les débats qui seront tenus ces deux jours. Et j'ai bien entendu aussi les propos des coutumiers qui demandent, après que ces débats aient eu lieu, que nous diffusions la parole. Et je crois que ça aussi, c'est très important. Ensuite, d'en discuter et d'avoir conscience que c'est vraiment quelque chose qui doit être entrepris, résolu et qui concerne tout un chacun et la vie de tous les jours. Alors je souhaite à tout le monde et je nous souhaite un bon travail et une fructueuse réflexion. Bien, merci. Donc voilà qui termine notre séquence de discours d'ouverture protocolaire. On va donc pouvoir enchaîner sur le programme. Donc je vais inviter à la chaire les personnes qui sont prévues intervenir donc en premier, Monsieur Rigaud, Madame Ries et Monsieur Passa. Voilà, donc je vous souhaite bien sûr de fructueux travaux
Et je vous remercie tous encore de votre présence et merci à ceux qui ont pris la parole pour les discours d'ouverture.